Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur Al24 News pour ce 19h à la une de l'actualité de ce jeudi 13 janvier. Nouvelle journée de manifestation au Soudan. La police soudanaise enregistre le premier décès depuis le début des protestations. Il s'agit d'un officier supérieur. Santé Covid-19, l'Algérie commercialise son premier vaccin. Annonce faite aujourd'hui par le ministère de l'Industrie pharmaceutique via un communiqué. Et comme annoncé, Moscou officialisé le retrait de ses troupes du Kazakhstan après une semaine d'assistance aux unités locales suite aux émeutes qui ont secoué le pays. Concernant la crise russo-ukrainienne, un double sommet de ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense des 27 pays de l'Union européenne a commencé aujourd'hui à Brest. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, toujours d'actualité. Les réactions fusent de personnalités politiques et artistiques qui jugent ces sanctions excessives. La tension est palpable, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Leila Guertal. En effet, les sanctions décrétées à l'encontre de la transition militaire malienne par la CEDEAO continuent à provoquer des remous et pour cause. Ces sanctions jugées sévères et injustes par plusieurs personnalités africaines montrent déjà leurs répercussions sur le terrain avec les compagnies de transport terrestre qui enregistrent des pertes très importantes en termes de chiffres. La Côte d'Ivoire voit ses premières voix de contestation émerger, à commencer par la dernière sortie du chanteur ivoirien Alpha Blondy. Celui-ci, après un plaidoyer à la faveur du Mali, a incité les chefs d'État de la région à réviser leur copie. Le peuple malien, a-t-il dit, ne mérite pas ça. L'ancien président ivoirien et chef du nouveau parti panafricaniste Laurent Gbagbo trouve ces sanctions contre le Mali, je cite, excessives et impertinentes. Le parti va même jusqu'à parler d'instrumentalisation des institutions financières pour régler des questions politiques, dira l'ancien président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, rappelons-le, était l'ancien président ivoirien. Il a été écarté du pouvoir par les forces françaises, lui qui a refusé de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara, actuel président ivoirien et fervent défenseur des décisions de la CEDEAO. Donc, la libération du député ivoirien opposant farouche à Ouattara et allié indéfectible de Guillaume Soro, ancien chef du Parlement de l'ère de Gbagbo, est un signe direct vers Abidjan que les hostilités sont déclarées. Ces sanctions sur le Mali, en plus d'étouffer un peuple sur le plan économique et financier et d'affaiblir ses institutions politiques, va vraisemblablement aussi engendrer des tensions régionales entre les pays de la sous-région tels que la Mauritanie et le Sénégal. Ces sanctions ne pénalisent pas que le Mali, hélas, mais perturbent un rythme commercial régional dont la région pourrait bien s'en passer. Et on va rester au Mali où la ministre malienne des Transports a réagi après l'annulation des vols d'Air France à destination et au départ de Bamako. Dembélé Madina Sissoko a dénoncé dans un communiqué cette annulation. La compagnie Air France a justifié cette décision par les tensions géopolitiques régionales liées à un embargo décidé par les pays membres de la CEDEAO. La ministre malienne des Transports a déclaré que cette décision brusque a été prise par Air France sans consultation préalable et sans qu'aucune justification ne soit donnée aux autorités aéronautiques maliennes. Et toujours au sujet du Mali, le gouvernement de la transition malienne accuse la France d'avoir violé son espace aérien. Dans un communiqué de presse diffusé mercredi, le vol incriminé aurait effectué la liaison Abidjan-Gao-Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier, alors que la décision d'annulation par Air France a été prise lundi. Il s'agirait d'un aéronef de l'armée française de type A400.
il était en violation manifeste de l'espace aérien malien. Le communiqué explique que le dit aéronef avait à la fois éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et avait coupé la communication avec les organismes de contrôle aérien. Et le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui a entamé sa tournée au Maghreb hier. Un premier pas sur le terrain pour Staffan de Mistura, l'émissaire onusien, dont l'objectif est de désamorcer le dossier de la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental. Les détails avec Amin Tota. Quelques mois après sa désignation par les Nations Unies, le diplomate italo-suédois Staffan de Mistura a entamé sa tournée régionale en vue de dénouer le dossier du Sahara occidental qui se trouve dans l'impasse depuis plus de 4 décennies. Staffan de Mistura a d'ailleurs atterri mercredi à Rabat, où il a rencontré des responsables marocains, puis des responsables du Front Polisario à Tindouf, au camp de réfugiés sahraouis. Selon le bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stefan Dujarric, le porte-parole a rappelé qu'au cours de son voyage dans la région, de Mistura prévoit également de se rendre à Alger à Nouakchott, voisin et observateur. L'émissaire onusien aura pour mission de relancer le processus politique et les conclusions du Conseil de sécurité, qui a appelé à maintes reprises les parties du conflit à renouer avec les négociations sans conditions préalables. Le dernier rendez-vous en date des pourparlers qui a eu lieu entre le Front Polisario et le Maroc était en 2019 à Genève, sans qu'il y ait une avancée concrète dans le dossier. Toutefois, la mission du successeur de Roscorler s'avère plus compliquée en raison des développements qu'a connu le dossier après la rupture de l'accord de cessez-le-feu, suite aux événements de la zone El Guergarat au mois de novembre 2020 et la reprise des hostilités entre les deux parties. Pour le peuple sahraoui, la question de la décolonisation reste absolue et le droit à l'autodétermination est un principe inaliénable, conforme aux résolutions onusiennes. Et au Maroc, le bureau régional de l'Université nationale de l'éducation a dénoncé les faux procès fabriqués et les accusations malveillantes à l'encontre des militants qui dévoilent la corruption ainsi que l'exploitation de la justice pour des règlements de compte. Le bureau régional a exigé la libération de tous les détenus d'opinion et les prisonniers du mouvement populaire, réitérant l'appel à lutter contre les diverses formes de corruption, d'injustice et de tyrannie. Nous vous le disions en titre, nouvelle journée de protestation au Soudan et nouvelle scène de violence. Un officier supérieur de la police soudanaise a été tué ce jeudi. Selon un communiqué officiel de la police soudanaise, il s'agit du premier décès annoncé parmi les forces de sécurité depuis le début des manifestations appelant au retour d'un régime civil. Il y a un peu plus de 2 mois, des manifestations qui interviennent quelques jours seulement après le lancement d'un dialogue sous l'égide de l'ONU. 5 millions d'euros, c'est l'aide humanitaire allouée par l'Union européenne au Niger dans le but de soutenir plus de 2 millions de personnes menacées par la crise alimentaire, une situation d'insécurité alimentaire sévère que l'Union européenne explique par un déficit de production agricole, une mauvaise production due aux facteurs climatiques, mais l'UE ajoute que les dynamiques de conflit et l'insécurité ont aussi considérablement entravé l'accès aux champs de culture. En Tunisie, un bras de fer se profile entre le gouvernement de Nejla Bouden et l'UGTT. Selon l'Union générale tunisienne du travail, le climat social tendu laisse présager un mouvement de grève qui toucherait 80% des secteurs. À défaut de dialogue social avec le gouvernement de Nejla Bouden, toujours selon l'UGTT, le porte-parole de la centrale syndicale a expliqué que certains secteurs ont entamé des grèves anarchiques pour cause de rupture du dialogue social.
Et on reste en Tunisie pour parler santé. De nouvelles restrictions ont été annoncées. Le nouveau couvre-feu sera mis en place pour au moins 2 semaines et s'appliquera de 22 h à 5 h du matin. Le gouvernement réimpose l'interdiction de tous les rassemblements pendant 2 semaines également. Ces mesures prennent effet dès aujourd'hui. La Tunisie fait face à une reprise fulgurante de l'épidémie de Covid-19. En Algérie, 577 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 343 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a indiqué le dernier communiqué du ministère de la Santé. Et le ministère de l'Industrie pharmaceutique a annoncé ce jeudi dans un communiqué le début de la commercialisation du vaccin anti-Covid-19 Coronavac, produit par le groupe pharmaceutique public Saïdal en collaboration avec les laboratoires chinois Sinovac. Cette opération est entamée suite à l'obtention de la décision d'enregistrement le 30 décembre 2021, après la validation des différents contrôles relatifs à l'efficacité et l'innocuité du vaccin effectués par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques en collaboration avec le partenaire chinois, précise le ministère. Et cette bonne nouvelle, l'Ouganda qui réouvre ses écoles après 2 ans de fermeture. 15 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Ils sont encouragés à porter le masque et se laver les mains avant de rejoindre les salles de classe. Les élèves devaient suivre l'enseignement à distance. Les écoles sont restées portes closes durant 83 semaines, la plus longue fermeture au monde. Scolarité toujours, mais en France, 75% des enseignants d'école en grève contre la gestion menée par le gouvernement. Ils dénoncent une gestion approximative de la crise sanitaire. Ils brandissent la menace d'une grève qui s'annonce massive au moment où le Sénat a amendé en première lecture la loi instaurant le pass vaccinal. Naïla Ethamouda. Journée de colère chez les enseignants français. Ils protestent contre la valse des protocoles sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19. Une colère qui a entraîné la fermeture de la moitié des écoles en Hexagone. Les enseignants ont décidé de ne pas franchir le portail, une manière d'exprimer leur ras-le-bol. Ils sont 75% des enseignants, d'après le principal syndicat du primaire, à s'être déclarés grévistes. C'est du jamais vu depuis 2 décennies. Les protocoles successifs pour faire face à la nouvelle vague de l'épidémie compliquent trop les journées de travail et l'enseignement et exacerbent les tensions. Une réunion intersyndicale est prévue vendredi pour décider de la suite à donner au mouvement. Une nouvelle journée de mobilisation pourrait être annoncée pour les semaines à venir. Malgré toute cette colère, le projet très controversé de la loi instaurant le pass vaccinal a été voté en première lecture. Des modifications ont été apportées au texte. Le pass pourrait être imposé uniquement aux personnes majeures et seulement lorsque le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 serait supérieur à 10 000 patients. Parmi les autres changements, la suppression de la possibilité de vérifier l'identité du détenteur du pass par les patrons de bars, cafés et restaurants, ainsi que la suppression des sanctions administratives contre les entreprises ne pratiquant pas le télétravail ou n'appliquant pas les protocoles sanitaires. Et le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a été testé positif au Covid-19 ce jeudi à la mi-journée après l'apparition de symptômes légers, a annoncé son entourage à l'AFP. Comme le protocole le veut, étant triplement vacciné, il respectera un isolement et continuera à travailler depuis les quartiers privés de son ministère où il réside, ont ajouté ses services. Et le pass sanitaire contesté en Bulgarie. Hier, à Sofia, l'extrême droite a rassemblé ses militants dans le centre-ville. 4 agents de la police ont été blessés et des manifestants ont été arrêtés. Cette manifestation a lieu alors que la Bulgarie est frappée de plein fouet par la vague Omicron. 7000 nouveaux cas ont été recensés le 11 janvier, un record depuis le début de la pandémie.
Et pour clore le dossier santé en Espagne, le gouvernement décide de réguler les prix des tests antigéniques. La nouvelle est saluée comme positive par le secteur pharmaceutique, les associations de consommateurs et les partis politiques. Un test en Espagne coûte entre 4 et 12 euros contre 2 euros seulement en France ou au Portugal. Pour faire face à cette crise sanitaire, le gouvernement de Pedro Sánchez a promis de revoir le budget à la hausse sans dire de combien ni pour quand. Comme annoncé, Moscou a officialisé le retrait de ses troupes du Kazakhstan après une semaine d'assistance aux unités locales et au milieu d'émeutes considérées comme les plus violentes du pays depuis l'indépendance en 1991. Les détails avec Amin Touta. Une cérémonie solennelle de départ des troupes de l'OATC menée par la Russie au Kazakhstan. Après une semaine de présence sur le sol kazakh, les unités dépêchées par le Kremlin débutent leur retrait, suite à un calme rétabli dans la plus grande ville du pays, Almaty, et les autres régions qui ont connu une semaine de violence. Au total, 2030 soldats du contingent étaient présents pour assister les unités locales à faire face aux émeutes. Selon le commandement des unités, la mission est achevée. Depuis sa création au mois d'octobre 2002, l'organisation du traité de sécurité collective aura marqué l'une des interventions les plus importantes sur le terrain. Et dans un pays qui a connu les protestations les plus violentes de son histoire depuis l'indépendance en 1991, faisant des dizaines de morts et plus de 8000 personnes arrêtées. En plein milieu des événements, le président Kassym-Jomart Tokayev avait qualifié les émeutes d'une tentative de coup d'État. Et dans la foulée, un nouveau Premier ministre a été désigné et dont la nomination a été approuvée par la Chambre basse du Parlement. Boris Johnson, toujours au cœur de ce scandale autour de la fête donnée à Downing Street lors du confinement au Royaume-Uni. Le Premier ministre a présenté ses excuses et a dû faire profil bas devant les députés qui le questionnaient sur cette fête. Les appels à la démission de Boris Johnson se multiplient, même au sein de son propre parti. Ces derniers mois, Boris Johnson a vu sa popularité chuter 2 ans après son élection historique. Hier, les discussions entre l'OTAN et la Russie, Moscou a campé sur ses positions concernant le non-élargissement de l'Alliance Atlantique, une demande catégorique refusée par l'OTAN. Le bilan des discussions n'est toutefois pas entièrement négatif car les tensions se sont déplacés de champs de manœuvre vers les salles de réunion et surtout, Russes et alliés se sont mis d'accord pour continuer le dialogue et organiser de nouvelles rencontres. Et concernant la crise russo-ukrainienne, un double sommet de ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense des 27 pays de l'Union européenne a commencé aujourd'hui à Brest. Les ministres présents doivent définir une boussole stratégique pour la sécurité européenne. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Et le président russe et le premier ministre arménien se sont entretenus par téléphone hier et ont discuté de la situation dans le Haut-Karabakh. Pour rappel, les relations entre les anciennes républiques soviétiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan sont tendues depuis 1991. Un accord négocié par la Russie en novembre 2020 a mis fin à 44 jours de conflit intense entre les deux pays voisins. Poutine et Pachinian ont également discuté de la mission de maintien de la paix de l'organisation du traité de sécurité collective au Kazakhstan. Et au Moyen-Orient, un Palestinien... Les ministres de la Défense des 27 de l'Europe se réunissent du 12 au 14 janvier à Brest, en France. Les 27 ministres se réunissent pour aborder les sujets d'actualité tels que la situation au Mali et en Ukraine ou encore le spatial. Des réunions se succéderont entre les ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense. La question ukrainienne est naturellement au cœur des débats. Pour rappel, des pourparlers sur la question ont eu lieu entre l'OTAN et la Russie, sans pour autant donner de résultats positifs.
Le ministre des Affaires étrangères français a par ailleurs avancé que l'Union européenne aurait son mot à dire concernant le dossier ukrainien, un conflit aux frontières de l'Union européenne. Nous n'arrêterons pas par ailleurs de dialoguer avec la Russie. Pour nous, il est hors de question de revenir au monde de Yalta, un monde fait de sphères d'influence, bloc contre bloc. Le chef de la diplomatie française fait ainsi référence à l'ère de la guerre froide, époque où le sort de la scène internationale se jouait entre les deux pôles, soviétique d'un côté, américain de l'autre. Bien que le parallèle du ministre ne soit pas adapté à l'époque actuelle, force est de constater une repolarisation de la scène politique internationale. Et au Moyen-Orient, un Palestinien de 80 ans a été retrouvé mort après avoir été arrêté par des soldats sionistes. Il a été retrouvé dans un village au nord de la Cisjordanie occupée et aurait été détenu et abandonné, menotté par des soldats sionistes. Dans le cadre du premier procès au monde lié aux exactions attribuées au gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie, un ancien colonel des services de renseignement syriens a été condamné ce jeudi par la justice allemande à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Le Syrien Anwar Raslan, 58 ans, est reconnu coupable de la mort de prisonniers entre 2011 et 2012. En Jordanie, le Sénat a voté hier une réforme constitutionnelle de modernisation politique. Mais selon l'opposition, cette réforme ne fait que renforcer les pouvoirs du roi Abdallah II. Elle dénonce une réforme antidémocratique et dangereuse pour le régime. Le texte de loi passé par la Chambre basse la semaine dernière a pour but de rétablir la confiance de la population envers le régime et désamorcer la colère suscitée par la corruption et la crise économique. Mais pour entrer en vigueur, elle doit encore être validée par le gouvernement et le comité royal de modernisation de la vie politique. Et cette histoire qui fait froid dans le dos aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique, une mère risque jusqu'à 15 ans de prison pour avoir jeté son nourrisson dans une benne à ordures publique. La jeune femme de 18 ans venait tout juste d'accoucher. Elle a été filmée par des caméras de vidéosurveillance durant son crime. La mère a rapidement été identifiée et arrêtée grâce à ces images de surveillance. La jeune femme de 18 ans a été inculpée pour tentative de meurtre et maltraitance d'enfants. Son petit garçon, transporté à l'hôpital, est désormais dans un état stable. Un mot sur l'économie et les cours du pétrole qui continuent sur leur lancée d'hier et atteignent à nouveau des prix soutenus sur les marchés mondiaux. Ce mercredi, le Brent de la mer du Nord a atteint un prix supérieur à 84 $, soit une hausse de près de 1%. On frôle même les 85 $. Dans le même temps, la référence américaine du WTI, West Texas Intermediate, a comme prévu dépassé la barre des 80 $, avec un baril qui caracole désormais à plus de 82 $. À noter qu'à l'ouverture, la hausse a dépassé les 3% à Londres et à New York. Sport, football à présent, CAN 2021, le pays hôte, le Cameroun, est le premier pays à accéder au 8e de finale après sa large victoire face à l'Éthiopie par le score large de 4-1. L'autre match du groupe A se jouera à 20h entre le Cap-Vert et le Burkina Faso. Et direction Douala pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah pour nous parler de l'équipe nationale algérienne qui se prépare pour son deuxième match prévu ce dimanche à 20h face à la Guinée et déjà un match capital, Faisal. On est ici à Douala au stade Japoma Stadium. Les deux équipes, l'Algérie et la Guinée équatoriale, préparent leur match de dimanche. On va dire que l'équipe algérienne a récupéré tous ses joueurs par rapport à Ramiz Zerrouki et aussi Smaïl Ben Nasser. Côté la Guinée équatoriale, avec nous l'entraîneur de la Guinée équatoriale pour nous éclairer un petit peu de la préparation de la Guinée pour ce match. Alors comment vous préparez ce match, surtout avec les absences que vous avez à raison Covid-19? Bon, pour la préparation,
On a 28 joueurs sur le terrain. Il y a quelques joueurs qui ont eu des problèmes de la pandémie. Bon, ce n'est pas le cas. On verra avec l'effectif qu'on a et comment on peut affronter le match contre l'Algérie. Quand on dit Algérie-Guinée, c'est une grande affiche pour la Guinée équatoriale, l'Algérie championne d'Afrique. Est-ce que vous pensez que vous avez fait du mal à cette équipe d'Algérie, surtout qu'on a vu le premier match, la Sierra Leone a fait un match nul 0-0 et vous avez joué contre la Côte d'Ivoire et vous étiez vraiment remarquable. Oui, on respecte l'adversaire. L'Algérie, c'est l'un des favoris de la Coupe. Mais je peux dire que parmi le groupe qu'on a, personne n'est pas encore favori, sauf la Côte d'Ivoire qui a gagné hier. Donc le match qu'on va jouer dimanche prochain contre l'Algérie, c'est le match qui va déterminer les gens qui seront presque à la deuxième phase de cette éliminatoire. L'Algérie et la Guinée équatoriale, on a presque le même style de jeu. C'est les petits détails qui vont faire la différence au terrain. Merci beaucoup, coach. À vous aussi. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, Riyad. Salah Faisal en direct de Douala, Japoma Stadium, Al24 News. Eh bien, merci pour tous ces détails, Faisal Salah. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Douala, au Cameroun. Et puis après le malheureux incident qui s'est produit dimanche à Douala, où des journalistes algériens ont été agressés à coups de couteau avant de se faire dérober des objets personnels, l'ambassadeur de l'Algérie au Cameroun, Boumediene Mahi, a tenu à s'exprimer sur cet incident. Je vous propose de l'écouter. Aussitôt informé de cet incident, j'ai pris attache en premier lieu avec les différentes autorités civiles et sécuritaires de la ville de Douala pour prendre en charge sur le plan médical les victimes de cette agression et apporter le soutien et la sécurité nécessaires aux Algériens logés à l'hôtel Y, lieu de cette agression. Il est à préciser que l'état de santé, alhamdoulilah, physique des journalistes agressés s'est amélioré et ne soulève pas d'inquiétude particulière. Des contacts ont eu lieu avec le ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun, suivant lesquels M. le ministre Mbela Mbela a bien voulu présenter les regrets de son gouvernement au sujet de cet incident isolé. M. Lamamra a exprimé à son frère Mbela Mbela la solidarité immuable et sans embâche de l'Algérie avec le Cameroun pour l'organisation de cette compétition à sa date initiale et son soutien pour que l'organisation de cette compétition continentale soit une réussite irréprochable. Enfin, il l'a remercié pour les dispositions et les mesures qui ont été immédiatement prises pour assurer la protection et la sécurité de nos compatriotes. Et on va parler technologie à présent et plus précisément de lecture labiale. Un programme 75% plus précis que les meilleurs systèmes de reconnaissance vocale et visuelle, utilisant à la fois la voix et les images de l'interlocuteur. Qu'est-ce la lecture labiale? Les explications de Iman Merat. La lecture labiale ne date pas d'aujourd'hui. La parole peut être comprise non seulement en l'entendant, mais aussi en captant des indices des mouvements des lèvres qu'une personne observe à travers des haut-parleurs. La combinaison de l'observation visuelle et de l'audio aide les ordinateurs à mieux analyser la parole humaine. Les programmes informatiques peuvent donc effectuer une lecture labiale, mais ça reste une tâche fastidieuse à exécuter. Une étude récente de Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, suggère un moyen plus efficace de faire un jour lire sur les lèvres un ordinateur. Les chercheurs en intelligence artificielle de Meta ont publié un rapport selon lequel ils ont pu réduire considérablement les efforts requis pour concevoir un logiciel ayant la capacité d'analyser les mots des mouvements des lèvres du locuteur dans une vidéo enregistrée. Cette tâche a également permis d'utiliser la lecture labiale pour améliorer significativement la reconnaissance vocale dans des environnements assourdissants.
Le dit programme est 75% plus précis que les meilleurs systèmes de reconnaissance vocale et visuelle utilisant à la fois la voix et les images de l'interlocuteur. Au métaverse, non seulement ce programme peut être utilisé pour une traduction instantanée, mais l'objectif est qu'un jour il puisse permettre de générer des mouvements de lèvres réalistes avec des avatars de réalité virtuelle et de leur fournir une réelle présence d'être avec quelqu'un, même si cette personne se trouve à l'autre bout du monde. Culture, pour finir, nous allons nous intéresser au Nouvel An berbère que plusieurs régions d'Algérie célèbrent chaque 12 janvier. Étymologiquement, le mot Yenayer est formé de Yen, qui veut dire premier, et de Ayer, qui veut dire mois. Yenayer est donc le premier mois de l'année dans le calendrier amazigh. Amin Toutah. Yenayer, le jour de l'an amazigh, est célébré en Afrique du Nord depuis l'Antiquité par des rituels relatifs au travail de la terre. Aujourd'hui encore, il marque le premier jour du calendrier berbère. Il détermine la fin des labeurs et marque le milieu du cycle humide. Présents en Égypte et dans toute la zone sahélienne, les Berbères sont des populations qui étaient présentes avant la conquête arabe. Ils se nomment eux-mêmes les Imaziren, pluriel de Amazir, qui signifie l'homme libre dans la langue berbère. Appelé aussi Nayer, Yenayer ou la Djouza, Yenayer est un mot amazir désignant le premier mois dans le calendrier berbère. Ses origines remontent lors de la succession du roi Shishnar Ier au trône. Étant d'origine amazigh, fonda la 22e dynastie pharaonique, mais la première qui fut berbère. Cette date étant d'une grande importance afin de commémorer cet événement qui a marqué l'histoire de l'Afrique du Nord. Bien que Yenayer fût célébré depuis la nuit des temps par nos ancêtres qui ont su préserver ce précieux héritage et le conserver de génération en génération. Qui dit Yenayer dit légende, et la plus connue est celle de la Djouza, la vieille. On raconte qu'après que les enfants aient fait le tour du voisinage et amassé des bonbons et des friandises, une vieille apparaît alors tard la nuit et en guise de punition reprend toute cette récolte aux petits qui n'ont pas été très sages durant l'année. La célébration de Yenayer à travers l'Algérie se fait différemment d'une région à l'autre et selon le village. En dépit des différents rituels adoptés par ces dernières, elles restent toutes unies par un seul espoir, celui d'un bon présage pour une année féconde, et ce à travers la préparation de plats copieux. Direction l'extrême sud algérien à Tamanrasset qui a accueilli la 2e édition du prix du président de la République de littérature et langue amazigh. Hier soir, des prix ont été décernés aux lauréats à l'occasion justement du Nouvel An amazigh de 1972. Amel Abidjan. C'est la capitale de la Hagar, au sud du Grand Sahara algérien, qu'a choisi le Haut Commissariat de la Mazérité de célébrer la cérémonie du prix du président de la République de la littérature de la langue amazigh, qui comprend 4 catégories. Dans la catégorie recherche sur le patrimoine immatériel amazigh, Fartouni Khaled s'est vu décerner le premier prix. Quant à Agabi Sharazed et Saoudi Abdessami ont eu le 2e et le 3e prix de la recherche scientifique, technologique et numérique. Car le premier prix de cette catégorie n'a pas été attribué, tout comme la catégorie linguistique. Les jurys qui ont décerné le premier prix à Touati Ramdan pour finir le premier prix littérature d'expression amazigh et traduite en tamazigh est revenue à Merzouchen Belkacem. Cette 2e édition qui s'est déroulée pendant cette fête ancestrale souligne l'importance et la pluralité de la culture et le patrimoine amazigh. Les hautes autorités algériennes et le Haut Commissariat de la Mazérité mettent en exergue la langue amazigh. C'est dans ce cadre qu'un programme de valorisation et de promotion est en cours d'application pour l'année 2022.
Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zian Zitouni. Excellent week-end et bonne suite des programmes sur Al 24 News. À demain 13h.